Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Skicast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Poliak. Madame Poliak, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Corentin, ça va? Eh bah écoutez, moi ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On va donc aujourd'hui parler un peu de l'éloquence, de la parole moderne dans notre société, etc., avec toutes les évolutions qu'il y a, notamment avec les IA. Et plus spécialement, on va parler de votre cours, la ressource communication technique et projet personnel et Professionnel? Merci, exact. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu de votre parcours d'études, éventuellement si vous avez eu d'anciens boulots avant d'arriver ici? Oui. Alors, est-ce que tu souhaites que je commence dès le lycée? Non, plutôt récent. Non, non, si, ici Si? c'est intéressant. Au départ, j'ai fait un bac scientifique. Un bac scientifique dans l'optique de faire une école d'ingénieur. J'ai fait une premier mois de prépa et en fait, ça m'a pas du tout plu. J'ai souhaité me réorienter. Je pensais d'abord au niveau environnemental parce que j'avais à cœur ces thématiques-là. Donc j'ai intégré un IUT pour faire de la génie bio. Et en fait, cette année, elle n'a pas du tout été constructive. Grosse remise en question. Et finalement, je suis partie complètement virage à 360 degrés pour faire une licence langue et civilisation étrangère de chinois-coréen à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, j'ai eu une double licence en chinois et en coréen. Et après, j'ai enchaîné sur un master négociation internationale. Et en fait, l'idée avec ce master, c'est que je voulais travailler dans la diplomatie. J'ai toujours eu envie, que ce soit précédemment avec l'environnement ou là avec ce parcours-là, je voulais donner un sens, une utilité en fait à mon travail. Et donc, du coup, je voulais partir dans la diplomatie. J'ai eu une première expérience en ambassade de France à Sofia. Et en fait, je me suis rendu compte que ces métiers-là étaient assez déconnectés de la réalité, que les expatriés, ils avaient surtout un rôle de représentation, qu'il n'y avait pas vraiment de moyen de faire bouger les choses sur place. Et ça m'a un peu écœurée du milieu. Et je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas faire ça. À la suite de ça, j'ai eu des expériences. Première expérience en communication dans une asso qui s'appelle les Entrepreneuriales en PACA, qui aide les jeunes pardon, à entreprendre. Et c'est cette première expérience de stage qui m'a mis le pied à l'étrier dans la communication. Et après, j'ai un peu orienté mon parcours là-dedans. J'ai travaillé à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et j'étais chargée de com d'abord interne, puis externe. Après, j'ai travaillé à l'Office de tourisme du Puy-en-Velay, où j'étais chargée de com et je m'occupais aussi des réseaux sociaux. Et après, j'ai trouvé ce poste-là au Puy. Ok, très bien. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Puy? Alors, vous étiez avant à Aix-en-Provence, c'est à 4 heures de route, quelque chose comme ça, il me semble. Oui, alors oui, au niveau géographique, j'ai beaucoup changé. Donc j'ai grandi à Martigues, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Après, j'ai été dans la région parisienne pour trouver du travail dans la communication. Et ensuite, en fait, ça me plaisait pas du tout la région parisienne. J'avais en horreur la région parisienne. Je vivais en banlieue, je faisais 2 heures et demie aller de transport en commun pour aller sur mon lieu de travail. C'était une horreur. Dès qu'il y avait un problème avec les RER, on s'en sortait jamais pour rentrer. Des fois, je rentrais vers 23 heures. Enfin, c'était vraiment horrible. Et donc, j'ai voulu partir de la région parisienne. J'ai rencontré mon compagnon là-bas, donc j'ai attendu que lui aussi termine son contrat. Et on a été dans un premier temps à Briançon parce que sa famille avait un pied-à-terre là-bas. Et donc, j'ai été à Briançon et c'est là où j'ai trouvé l'opportunité dont je parlais juste avant, qui est celle d'être chargée de communication pour l'office de tourisme du Caire. Et donc, j'ai trouvé un travail là-bas, mais mon compagnon, lui, il s'y plaisait pas. Il a cherché à changer de carrière. Il voulait devenir enseignant. Il a été pris au Master MEF de Mende en Lozère. Et moi, en cherchant à le rejoindre, le plus proche que j'ai trouvé en travail, c'était au Puy-en-Velay. Et voilà. Et je me voici ici. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour le métier et pour la ville. Donc, on est resté. Merci bien. Et du coup, on pourrait parler maintenant un petit peu plus de votre travail actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la ressource communication, communication technique, etc. Qu'est-ce que le cours? Oui, alors du coup, la ressource communication et pas communication technique. En fait, communication technique, c'est juste un des intitulés d'un des semestres. C'est communication au sens large. En fait, chaque semestre, il y a un intitulé différent. On a communication, enfin, base de la communication premier semestre, deuxième semestre, communication technique, ensuite communication professionnelle, communication interne au quatrième semestre, politique de communication et le dernier semestre, communication, organisation et diffusion de l'information. En fait, l'idée, c'est de voir tous les aspects de la communication pour que vous soyez fin prêt pour le monde professionnel. Et donc, du coup, c'est une ressource qui est transversale.
Et ta question, c'était qu'est-ce que c'est que ce cours? Eh bien, l'idée, c'est dans un premier temps, on pose les bases, vu que c'est les bases de la communication. Donc, je vous apprends à vous exprimer correctement. Et donc, vous le savez, il y a un gros enjeu oral avec moi, où je force la communication orale, parce que souvent, vous êtes un jeune public qui peut même parfois enfin, pour les informaticiens, avoir du mal à s'exprimer, être un peu plus introverti que d'autres formations. Donc, je pousse plus la communication orale avec vous que je le ferai peut-être avec d'autres étudiants. Donc, tout ça, ça comprend s'exprimer clairement, construire son discours, projeter la voix, occuper l'espace, tout ce qui concerne la communication, les bases de la communication non verbale et paraverbale. Et après, bien sûr, on travaille la construction d'un argumentaire, la structuration du discours. Et après, chemin faisant, c'est de plus en plus technique. On voit la communication professionnelle, où là, on apprend à faire un CV, une lettre de motivation, tenir un entretien, répondre à des questions de recruteurs, s'exprimer dans une entreprise, savoir bien rédiger un mail, vulgariser l'information à ses équipes, etc., tenir des réunions, faire des comptes rendus, toutes ces choses-là. OK, super. Alors vous avez déjà du coup un peu répondu à la prochaine question. On fait souvent des exercices de passage à l'oral en cours. Par exemple, on a une présentation de notre parcours en début d'année. On a, une SAE qui porte sur la présentation d'un projet. On fait de la recherche de métier et très récemment, on a eu le concours d'éloquence. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces exercices? Est-ce que c'est obligatoire dans le programme, de l'éducation nationale et qu'est-ce que ça nous apporte aux étudiants? Alors, du coup, parce que c'est indispensable, la réponse est simple. En fait, je me suis rendu compte par mon parcours qu'il y avait un réel enjeu à maîtriser la communication orale parce qu'on a beau être compétent, si on ne sait pas défendre son idée, si on ne sait pas vulgariser ce qu'on sait faire, eh ben, on n'avance pas, on n'arrive pas à convaincre un recruteur. Donc déjà, ça, c'est super important. Et je le vois dans d'autres formations, c'est pareil en fait. Ils peuvent être très bons techniquement et quand je vois leur CV, ben, je me dis: «Ben, c'est dommage, il y a eu personne pour bien les aiguiller, pour construire ce CV, pour que ça puisse percuter tout de suite et vulgariser vraiment leur savoir-faire». Donc il y a ça. Ensuite, sur le est-ce obligatoire dans le programme? Pas à ce niveau de détail. En fait, on a une liberté pédagogique, hein, en tant qu'enseignant. On s'appuie bien sûr sur le programme, on a des indications, donc je suis le programme, mais on est libre d'intégrer tel ou tel format. Par exemple, c'est le cas du concours d'éloquence, il n'est pas au programme. Moi, j'aime bien vous faire travailler ce format-là. Et en fait, je me suis inspirée, moi, pour mes cours, de ce que j'aimais aussi en tant qu'étudiante. Et j'ai été marquée parce qu'en licence coréen-chinois, pareil, on avait des cours aussi de communication où on devait travailler CV, lettre de motivation. Et on avait une enseignante, alors qui n'est pas restée longtemps, mais qui nous a fait faire un concours d'éloquence. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est génial. Et ça permet vraiment de sortir des sentiers battus et d'aller plus loin dans ce qu'on sait faire, d'incarner le discours, d'occuper mieux l'espace, presque de théâtraliser sa prise de parole. OK, super. Alors, je me permets de rebondir. Vous avez dit que du coup, l'éloquence, c'était, enfin l'éloquence et la communication, c'était, primordial, Mm. notamment pour les recruteurs et cetera. Aujourd'hui, notre société actuelle, qu'est-ce que ça nous apporte le pouvoir de la parole en général? Qu'est-ce qu'on gagne à être éloquent aujourd'hui? En dehors, de savoir parler à des recruteurs, de présenter nos aptitudes et cetera, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce qu'il y a un bénéfice à en tirer, à savoir bien parler, à bien utiliser la parole? Eh ben, alors comme on a vu en cours, 80-90 de la transmission du message, ça se fait par le non-verbal et le paraverbal. Donc vous gagnez à en transmettre comme il faut votre message, sinon vous n'êtes pas écouté. Donc il y a ça à prendre en compte. Après, être éloquent, c'est apprendre à ne pas faire de discours pompeux, mais c'est apprendre à dire quelque chose de juste, de fort et au bon moment. Et il y a la justesse. Et alors, je fais l'analogie avec, j'espère que les auditeurs comprendront si je le contextualise bien. On a été faire une sortie en extérieur avec la classe et vous avez pris la parole en extérieur pour exprimer les petits enfin, pour présenter les petits projets que vous avez réalisés en extérieur. Et à chaque fois que vous preniez la communication, souvent vous aviez envie d'être éloquent, donc vous aviez surtout un discours pompeux et vous oubliez la justesse. Le fait que être éloquent, la communication, c'est pas juste faire des grandes phrases, c'est aussi s'appuyer sur du concret, sur du réel. Et donc j'essaye à chaque fois de vous le rappeler parce que c'est vrai que c'est confus, surtout en première année. Et puis des fois, le préjugé persiste jusqu'en troisième année de se dire, en fait, la communication, c'est des grands discours vides. C'est pas ça. C'est construire un argumentaire précis. On essaye de convaincre et on peut utiliser aussi des éléments de persuasion, mais ça se base sur du concret et ça permet, voilà, d'apprendre à s'exprimer justement
et clairement. Et autre élément, pour moi, c'est important de vous faire apprendre ces notions-là, ou en tout cas les comprendre, tout ce qui a trait à la rhétorique, parce que ça permet de vous construire en citoyen pardon, éclairé. C'est-à-dire que vous êtes plus à même de comprendre comment l'information elle vous est transmise et pourquoi elle vous est transmise de cette manière, et du coup prendre du recul sur le message en question. OK, super. Alors, pour changer un petit peu de sujet, mais toujours rester dans la communication, aujourd'hui, il y a les IA qui se développent de plus en plus et qui sont de plus en plus utilisées par les étudiants. Vous, notamment, vous autorisez, l'utilisation d'IA comme ChatGPT pour les cours, par exemple, pour écrire les lettres de motivation ou, plus récemment pour le concours d'éloquence. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors du coup, qu'est-ce qui change avec les IA? Vous nous avez dit en cours plusieurs fois que c'était de plus en plus dur de discerner ce qui était IA ou ce qui n'était pas IA? Et est-ce que vous pouvez nous dire, si vous en avez envie, pourquoi est-ce que vous autorisez, les IA, dans le cours? Alors, parce que ça aurait aucun sens de l'interdire. Tout le monde l'utilise et vous allez l'utiliser en entreprise. On va vous demander de l'utiliser en entreprise, donc ce serait bête de vous interdire de l'utiliser. Mais du coup, ça vous oblige à réfléchir différemment et ça vous pousse à être plus performant parce qu'on attend beaucoup plus de vous. Et ça, je pense que vous êtes pour l'instant une génération qui s'en rend pas assez compte parce que c'est nouveau. Mais comme nous, maintenant, on commence à lire beaucoup de choses qui sont générées par IA, on sait qu'il y a un certain travail qui, avant de demander du temps, peut être fait très, très rapidement. Donc, on va exiger plus et on exige déjà plus. Donc ça, déjà, ça change. Après, pardon, je suis un peu confuse dans ma réponse, mais pour revenir à l'IA et pourquoi je l'autorise, parce que ça vous permet de structurer le discours quand on maîtrise bien son prompt, on arrive à bien structurer son discours et ça permet à des personnes qui seraient handicapées par la maîtrise du français, parce que on arrive en études supérieures où il y a des personnes qui ont quand même du mal à s'exprimer en français, à faire des phrases correctes, à conjuguer les verbes, parce que le français est une langue complexe. Et ben, l'IA permet de corriger ces éléments-là. Donc, ça permet à certains profils qui peuvent être très bons techniquement et moins bons sur le français de quand même s'affirmer, s'exprimer correctement. Donc, pour moi, c'est intéressant. Mais ça n'enlève pas la sincérité des personnes. Ça l'enlève si on l'utilise mal, en fait. Si on demande à ChatGPT par flemme, et je le vois très souvent, ben fais-moi cet exercice à ma place, ça donne un discours insipide, générique, parce qu'il aurait pu sortir ça pour n'importe lequel d'entre vous. Et donc, du coup, ben là, on voit les limites, en fait. L'IA n'est pas dans votre tête. Donc, si vous mettez pas un peu de ce que vous avez dans votre tête dans l'IA, dans le prompt, ben, ça sera forcément une mauvaise utilisation. Et tu me demandais qu'est-ce qui change avec l'IA? C'est ça, Ouais, qu'est-ce qui change dans les cours? Bah, du coup, vous avez dit que vous attendez, plus du plus. coup, Oui, vous étiez plus exigeante. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui arrivent avec les IA? alors déjà, moi, pour rien te cacher, ça rend un peu mon travail ennuyeux en ce moment. Vraiment, sur les lettres de motivation, là, je suis en train de faire les corrections bientôt terminées des portfolios. Tout ce qui est contenu rédigé, c'est insipide, c'est rédigé de la même manière, avec toujours le même rythme, trop d'adjectifs, trop d'adverbes. Donc, c'est pas très intéressant à corriger. Voilà. Après, donc ça vous demande d'être plus performant. Et je pense que ça, je vais le voir, je vais en avoir les fruits peut-être avec votre génération à vous, en deuxième, en troisième année. Comme ça fait maintenant un moment que c'est là, je réajuste en fait, chemin faisant. Cette année, par exemple, sur mes grilles d'évaluation, je mettais style trop robotique ChatGPT. Je pense que maintenant, il va falloir que je la fasse évoluer sur le fait qu'on sente vraiment la personnalité du candidat, plus que dire ben là c'est style trop robotique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en Mmh. fait Tout à fait. c'est en train de c'est en train d'évoluer comme vous l'utilisez tous. À un moment donné, vous allez réussir quand même à maîtriser cette IA et moi je vais devoir vous noter encore sur d'autres choses. Voilà. OK. Est-ce que vous pensez alors récemment, on a vu des deepfakes, des vidéos réalisées par IA de plus en plus réalistes à tel point que, aujourd'hui, ça devient vraiment, vraiment très, très, très dur de faire la différence entre une vidéo réelle et une vidéo faite par IA. Est-ce que vous pensez que à terme, dans quelques années, l'IA pourrait remplacer totalement, notre pouvoir de la prise de parole, dans la société? Comme une personne, serait pas plus compétente, qu'une IA pour pouvoir parler si l'IA arrive à imiter les émotions. Puisque ce que vous disiez jusque-là, c'est que, il y a l'intention qui compte beaucoup, Mmh. dans la prise de parole d'une personne. Si son texte est, super bien écrit par une IA ou non, mais qu'il y a pas d'émotion, qu'il y a pas l'envie,
Du coup, ça fait fade, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est oui, c'est s'il y a pas l'émotion enfin, après, l'IA, c'est enfin, prédire ce que pourra faire l'IA, c'est hyper dur. En l'espace de quelques mois, une année, on a vu des trucs tellement, tellement fous sur, ne serait-ce que la génération d'images, comme tu dis, la génération de voix. Donc, je ne saurais pas m'avancer sur la question, mais j'ai foi en l'humain. Et je me dis, puis en plus, pour faire aussi du théâtre et donc travailler dans le spectacle, enfin, je travaille pas, mais faire du spectacle vivant, pour moi, il y a quand même enfin, il restera quand même plus de force dans un discours humain que dans un discours généré par intelligence artificielle. Parce qu'il y a ce côté du vivant, de la personne vivante qui est en face de toi, qui va produire un discours certes imparfait, mais même un discours imparfait, s'il est bien incarné, il peut réussir à transmettre quelque chose de fort. Et je pense que l'IA, ça, elle sera jamais capable totalement de le faire. Elle pourra enfin, mettre des trémolos dans la voix, mettre un rythme, calquer les émotions, etc. Mais t'écoutes ça, ou un robot qui a ce discours, un robot, on imagine ça dans le futur, humanisé, qui a ce discours, et à côté un humain, c'est quel discours pour toi qui te touche le plus, à ton avis? Bah, je dirais bien le discours humain, mais Et tu as peur que ce soit le robot? j'ai peur que ce soit indissociable les 2 justement. Enfin, je pense, comme vous que, j'ai encore foi dans l'humain. Mmh. Je suis j'adore, le doublage, la voix, la radio et cetera. C'est Mmh. vraiment un domaine qui me passionne. C'est d'ailleurs pour ça un peu que je fais ce podcast Mmh. et j'ai foi qu'on arrivera toujours à reconnaître la patte humaine, le savoir-faire, «humain» entre guillemets, qui sait jouer sur les émotions, qui parce que c'est un humain et justement un humain sera toujours mieux, qui va toucher un autre humain plutôt qu'une IA. Donc moi j'ai plus foi en ça et effectivement un humain de toute façon sera toujours plus, «émotionnel» entre guillemets qu'une IA. Même si une IA, pourra se performer, pourra imiter à la perfection, des pleurs, des rires et cetera, elle pourra jamais représenter, en tout cas moi je pense qu'elle pourra jamais représenter fidèlement à 100 quelque chose d'humain, des émotions complètement humaines. Mmh. Puis il y a aussi notre conscience de savoir qu'on est face à un robot et face à un humain. Déjà, en nous, ça ouvre un accueil du message qui est différent. Tu vois ce que je veux dire? Si on sait que c'est un robot, on se dit, ben, bien qu'il imite parfaitement l'humain, on se dit, ben, enfin, j'espère que les gens garderont cette conscience à se dire, ben, c'est un robot, il n'a pas d'émotion. Et face à un humain, ben, lui, il a des émotions et il ressent la douleur, tu vois? Mmh. Donc, j'espère, j'espère qu'on va garder ça. Croisons les doigts. Alors, dernière question avant de passer à la suite du podcast, notre petit jeu. Est-ce qu'il y a un discours, une émission qui vous a particulièrement marqué? Pour dévoiler l'envers du décor, chers auditeurs. Corentin m'a passé les questions pour que j'y réfléchisse en amont. Je dois le dire ou je dois pas le dire? Bah, vous pouvez le dire, oui, c'est vrai. Non, mais j'ai réfléchi, du coup, je me suis dit: «Oh là là, un discours, une émission, un discours». Mais il y a tellement de discours. Alors, émission, non, j'ai pas trop réfléchi. Émission, quand j'étais enfant, j'ai une génération qui regardait beaucoup la télé. C'était un peu génération où, oui, on regarde enfin, on mange les repas devant la télé et on regarde toutes les bêtises qui y passent. Mais donc, c'est pas des émissions particulièrement marquantes dans le sens bien ficelé. C'était des émissions dont je me rappelle parce que j'étais enfant, donc ça n'a aucun intérêt. Et après, des discours, ben, il y en a plein. Donc du coup, j'ai cherché plutôt dans les discours récents et qui peuvent vous faire écho aussi, à vous aussi. Et donc il y en a un qui m'a marqué quand j'étais à la montagne, justement, quand je travaillais à la montagne, à l'office de tourisme du Guest Roquera, pardon. Donc quand je travaillais à la montagne, j'ai regardé un discours de Camille Etienne. Je ne sais pas si tu connais Camille Etienne. Du tout. C'est une jeune femme militante. Maintenant, elle est plutôt connue. À l'époque, elle l'était pas trop. Et elle avait fait une vidéo justement dans la montagne où elle parle avec une voix un petit peu feutrée, très douce. Elle est face caméra et à côté, elle a une copine à elle qui danse. Et en fait, la vidéo s'appelle Réveillons-nous et elle commence par dire je suis désolée. Et en fait, elle s'excuse auprès de sa génération pour tout ce que les générations passées ont fait à la planète. Et en fait, elle leur dit ben c'est pas de votre faute tout ça, mais nous, on va devoir faire quelque chose. Et ce discours, il est très, très fort, c'est très poétique
Et il y a cette anaphore, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée qui revient. Donc voilà, ça m'a marqué. Je pense que certains d'entre vous ont dû déjà la voir, cette vidéo. Elle n'est pas si vieille que ça. Et après, un autre discours, pareil, assez récent, c'était Emma Watson, notre petite Hermione d'Harry Potter, qui a bien grandi et qui avait fait une vidéo officielle. C'était lors de sa prise de parole pour défendre les droits des femmes Tout à à fait. l'international, Mm. à l'ONU. Simplement, je disais que ce discours, il m'avait émue parce que ben, je suis une femme, donc forcément, j'étais sensible à ce qu'elle disait, parce que Emma Watson, ben, elle a bercé mon enfance, vu que je l'ai vue grandir dans la série Harry, enfin dans la trilogie, enfin pas la trilogie, mais la série de films Harry Potter. Et donc voilà, on voit cette petite fille devenue femme qui parle au nom des femmes, et elle parle des femmes à l'international. Elle parle voilà, et elle fait en parallèle, elle met en parallèle, pardon, elle, la jeunesse entre guillemets dorée qu'elle a eue, et ce qu'on peut vivre dans d'autres pays qui maltraitent les femmes ou qui donnent pas les mêmes accès aux femmes que nous. Et voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant, et son discours était bien ficelé. Super. Et ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose maintenant du coup de passer au jeu. Alors, le jeu est très simple. Je vous ai préparé des citations venues de discours ou de personnages célèbres. Vous allez donc devoir deviner de qui ou de quand ou de quoi proviennent ces phrases. Vous avez un indice par phrase si vous avez besoin, si vous avez un doute. Ok, si j'ai besoin d'un indice, je dis indice. Et voilà, super. On commence par la première. C'est pas Alors, trop dur, hein? non, c'est pas trop dur. Je vous invite, chers auditeurs, en même temps à participer si vous en avez envie. N'hésitez pas à compter vos points à la fin. Première phrase, je pense donc je suis. Ah, c'est notre cher René. René Descartes. Tout à fait, René Descartes. Donc la phrase originale, c'est Cogito ergo sum, du philosophe français René Descartes. Tout à fait. Deuxième phrase, vous ne passerez pas. Ah, c'est ah mince, c'est Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Le C'est- Seigneur des Anneaux, Gandalf face au Balrog dans le film de 2001, La Communauté de l'Anneau. Tout Ah à oui, fait. très précis. Mais j'avais pas ce degré de précision, parce que sache que je ne suis pas une grande fan du Seigneur des Anneaux. Je sais que je vais me faire des ennemis dans la classe, mais voilà. Je l'ai vu plusieurs fois, hein, même en version longue. Je me suis fait des petites fiches pour essayer de retenir le nom des personnages, mais voilà, ça prend pas. C'est terrible. Je vous invite en même temps, chers auditeurs, à foncer regarder ces films si c'est pas encore fait, une masterclass sans défaut. Je rêve que mes 4 enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. MLK, Martin Luther King. Tout à fait. Martin Luther King, dans son discours I Have a Dream, très très célèbre, du 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial, tout à fait. Bon, bah, pour l'instant, c'est un sans faute. Bon, ça va, ça n'a pas été trop dur pour le moment. Je vous ai dit, c'est vraiment stressant. Citation suivante. Je suis un Berlinois. Ah, Ich bin ein Berliner. Kennedy, Tout à John fait. Fitzgerald Kennedy. Tout à fait. À l'occasion du coup des 15 ans du blocus de Berlin. Tout juste. Et ben pour l'instant, c'est un sans faute. Tu les connaissais, toi, toutes ces références? Ouais, Oui, bah ouais. oui, évidemment. Citation suivante. Être ou ne pas être, telle est la question. Shakespeare, Hamlet. Tout à fait. Bah, du coup, j'aurais peut-être dû préparer des questions un peu plus dures. C'est un peu plus dur. Toute dernière citation. Une compétence, ça ne se dit pas, ça se prouve. Alors, en plus, c'est pas la bonne citation. C'est une compétence. En général, j'ai une compétence, ça ne s'énonce pas, ça se prouve. Et c'est de moi-même, Madame Poliac, Tout à fait. ici présente. Tout à fait, Madame Poliac, à l'occasion de son cours du 7 septembre 2020. J'invente totalement. Bah Je ne oui, sais parce pas. que je vous le dis quasiment à chaque fois. Donc, je Tout pense que à tu fait. peux dire à l'occasion de tous les cours de communication. C'est ça, à l'occasion de l'intégralité des cours de communication, on a le droit à la phrase une compétence, ça ne se dit pas, ça se prouve. Pardon, une compétence, ça ne s'énonce pas, ça se prouve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un Ah, peu ben j'allais te demander justement. bah, je vous en prie, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour nos éditeurs qui n'ont pas eu le plaisir d'assister à vos cours, ce que ça veut dire cette phrase? Mais j'aurais voulu que ce soit toi pour savoir si tu as compris. Mais je peux le faire, hein. Bah, Je te déstabilise si je fais ça. je sais pas, j'ai un point Alors, bonus si je voulais. arrête de gratter des points, Corentin.
Donc, pourquoi je dis ça? Et ben, parce qu'en général, les étudiants, en plus en jargon très technique, ils vont me dire, «Ouais, moi je fais du HTML, du CSS, du C++, du Unity, Unreal Engine, et cetera». Et il y a pas d'argumentaire derrière. C'est: «Je fais du C++». Ben, une personne, elle est obligée de vous croire sur ça. Mais pourtant, elle va prendre un candidat, pour lequel elle est sûre qu'il maîtrise réellement le C++. Donc pour ça, il faut l'exprimer clairement. Qu'est-ce qui fait que je maîtrise le C++? Donc, je vais parler d'un projet que je vais contextualiser. Par exemple, quel est le projet que vous auriez travaillé en C++ là récemment? Le projet qu'on aurait travaillé en C++, bah, on a eu l'évaluation de graphes avec Monsieur Bischoff hier, mais Vous n'avez pas fait un projet entièrement en C++? un projet entièrement C++. Alors, Pas encore on peut-être? a, on a eu par exemple, on devait coder un mini-jeu pardon, on devait coder un mini-jeu La chasse aux papillons il y a quelques mois. C'est un exercice qui nous permettait notamment de voir les classes, de travailler un peu sur LibGraph 2. Pour nos chers auditeurs qui ne savent pas ce que c'est LibGraph 2, je vous invite à voir l'épisode précédent avec monsieur Benjamin Albuquissi, très très intéressant. Je vous invite à aller l'écouter le plus vite possible. Eh bien, du coup, parfait, cette explication. Elle est parfaite, cette explication. Parce que c'est comme ça que je veux que vous prouviez vos compétences. Tu me parles d'un projet que tu contextualises. Il s'agissait de la création d'un petit jeu en C++ de chasse aux papillons où on a fait ça, 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 et ça a duré tant de temps. Est-ce que c'était en groupe, est-ce que c'était pas en groupe, etc. Et hop, derrière, on dévoile toutes les missions qu'on a eues. Et là, le recruteur ou la personne qui t'écoute, elle est à même de comprendre, ben oui, il maîtrise le C++, vu qu'il a réalisé un projet qui est presque palpable, vu qu'il me le raconte là aujourd'hui. Donc, une compétence, ça s'énonce pas, ça se prouve. Très bien, un mantra à appliquer tous les jours de la vie. Pour finir, est-ce que vous avez une recommandation pour nos auditeurs? Que ce soit un livre, un film, une série, une vocation, un article, une exposition. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, je vais pas conseiller adolescent parce que Benjamin l'a déjà fait, mais j'aurais aimé vous le conseiller aussi. Moi, j'ai pensé à une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai été voir récemment en concert, qui s'appelle Zélie. C'est une jeune artiste qui a votre âge. Elle chante de la pop. Et il y a une magnifique chanson qui s'appelle Le Cri, qui parle de la transition de genre. Et elle parle de son frère dans cette chanson. Et je la trouve très, très belle. Et dans ses textes, elle parle aussi du combat des femmes, d'être une femme, mais pas que, de vivre à cet âge, quoi, dans ses chansons. Et je trouve ça très touchant, les discours sont enfin, les chansons sont très belles, sont très bien écrites. Et après, c'est de la musique pop, donc faut aimer la pop. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette interview, madame. C'était très intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Skicast. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.